Bonsoir à tous. Au nom d'HEC Maroc, c'est un honneur pour moi d'inaugurer cette première conférence sous la thématique 2040, le temps du Maroc. Mais avant d'introduire celui pour qui vous avez fait le déplacement jusqu'au campus Jovatien, certains d'entre vous venant même des recoins les plus lointains de la contrée de Cergy, permettez-moi de vous parler brièvement de notre initiative. L'association HEC Maroc, créée il y a quelques années, a pour ambition de mettre en lumière notre cher pays sous une multitude d'angles. Culture, économie, business, géopolitique, stratégie, entrepreneuriat et bien d'autres encore. Le Maroc, avec toute sa richesse, sa splendeur et sa complexité, mérite d'être célébré et analysé comme jamais auparavant. Et qui de mieux pour le faire que celles et ceux qui façonnent son avenir, les véritables acteurs du changement et de l'évolution. C'est dans cette optique que le pôle Maroc en mouvement d'HEC Maroc a conçu cette année un cycle de conférences autour d'une question centrale. Quel Maroc pour 2040 ? En effet, pour nous, représentants de la jeunesse marocaine et de la diaspora, adopter une approche prospective du Maroc de demain est d'autant plus pertinente que nous allons vivre notre fleur de l'âge dans ce Maroc de 2040. Toujours en compagnie d'intervenants de renom, notre cycle déclinera toutes les principales thématiques importantes pour le pays. À notre échelle et avec la fierté d'endosser le rôle de futur leader, nous espérons contribuer à notre manière en concluant ce cycle par un rapport. Ce document, fruit de ce cycle, aura pour vocation d'explorer en profondeur les grands thèmes qui façonnent le Maroc d'aujourd'hui, d'analyser les impacts des politiques passées et d'avenir et de porter une vision claire, celle d'une jeunesse marocaine ambitieuse, consciente des défis de son pays et engagée à trouver des solutions innovantes pour le Maroc de demain. Mais HEC Maroc, c'est avant tout l'art de rassembler les Marocains d'ici et d'ailleurs, et de renforcer ce lien unique qui nous unit tous. C'est sur cette note que je souhaite remercier chaleureusement nos invités qui nous font l'honneur de répondre présents pour inaugurer notre cycle de conférences. Tout d'abord, notre reconnaissance va à l'ambassade du Maroc en France, véritable pont entre notre pays et sa diaspora, toujours mobilisée pour soutenir des initiatives qui célèbrent le dynamisme et la diversité de notre nation. Nous adressons également nos plus vifs remerciements aux consulats généraux du Maroc en France, dont le travail de proximité auprès de notre communauté est d'une importance capitale. Un grand merci au Cercle Eugène Delacroix pour son soutien précieux à l'organisation de cet événement, ainsi qu'à l'Université Mohamed VI Polytechnique, symbole d'excellence académique et d'innovation, qui honore cette conférence par sa participation. Nous sommes également ravis de compter parmi nous de nombreuses éminentes personnalités, dont la présence enrichit considérablement cet événement. Nous n'oublions pas l'administration d'HEC, qui a été un partenaire essentiel dans la préparation de cet événement. Enfin, nous adressons notre gratitude à nos camarades des associations homologues de l'ESSEC, l'ESCP, Sciences Po, Polytechnique et Centrale. C'est avec plaisir que nous collaborerons avec vous tout au long de l'année pour porter haut les couleurs de notre pays et faire rayonner le Maroc à son plus haut niveau. Et c'est sans plus attendre que j'ai l'immense honneur d'accueillir sur scène notre invité du jour, M. Abdelmalek Alaoui, accompagné de mes camarades Tauben Berka et Iliane Bourradji. Monsieur Abdelmalek Alaoui, bonsoir. On ne vous présente plus tant vos livres et vos interventions médiatiques sont suivis avec attention et considération. Mais pour poser le cadre de cette conférence, permettez-moi tout de même de m'atteler humblement à cette tâche. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un visionnaire multidimensionnel. Stratège de renom, auteur primé, chroniqueur influent et leader profondément engagé dans le développement de notre continent. Figure incontournable de la réflexion stratégique et de l'intelligence économique, tant au Maroc qu'à l'international, votre parcours académique est lui aussi à la hauteur de votre réputation. Diplômé d'un master en gestion publique à Sciences Po Paris, titulaire d'un MBA d'HEC Paris et d'un master en intelligence économique et management stratégique de l'école de guerre économique, vous avez su vous imposer comme une référence dans les domaines de la stratégie et du conseil. Votre expertise, vous l'avez mise au service de grandes capitalisations boursières africaines et européennes, ainsi que de gouvernements sur des enjeux stratégiques cruciaux. En 2015, vous avez fondé Guépard Group, un cabinet qui excelle dans le conseil en stratégie. Vous présidez également l'Institut marocain d'intelligence stratégique, une institution qui éclaire avec pertinence les grandes dynamiques économiques et politiques de notre époque. Au-delà de votre expertise en stratégie, vous êtes un auteur prolifique et engagé. Vos ouvrages tels que Le temps du continent et Le temps du Maroc ne sont pas de simples livres, ce sont de véritables appels à l'action. Le temps du continent a d'ailleurs été couronné du prestigieux prix Turgot en 2018. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Chaque semaine, dans les pages de Forbes France, vous partagez des analyses percutantes sur des thèmes variés mais toujours essentiels. Qu'il s'agisse du néolibéralisme ou des grands défis économiques actuels, votre regard reste à la fois lucide et inspirant.
Et ce n'est pas tout. Vous avez récemment été nommé Senior Fellow dans le prestigieux programme Transformational Leadership Fellowships de l'Université d'Oxford. Cette distinction, qui vient saluer votre leadership et votre engagement, illustre l'influence que vous exercez et votre rôle pionnier pour le développement économique et social. En plus d'être un stratège et un écrivain de talent, vous êtes également un Young Global Leader, une distinction décernée par le Forum économique mondial. Vous faites partie d'un cercle restreint de personnalités reconnues pour leur leadership exceptionnel et leur engagement à façonner un avenir meilleur. Une reconnaissance qui souligne votre capacité à tracer la voie pour les générations futures. Monsieur Alaoui, on vous surnomme parfois l'homme qui murmure à l'oreille des puissants, le spin docteur des chefs d'entreprise et des hommes politiques, ou encore l'éminence grise. Ces titres, aussi originaux soient-ils, traduisent surtout votre capacité unique à conseiller avec finesse et efficacité. Et ce soir, vous retrouvez une école qui vous a formé. À une époque où vous étiez assis parmi les étudiants, aujourd'hui vous êtes celui que l'on écoute avec admiration. Qui aurait cru à l'époque que vous seriez ici sur cette même scène à partager une vision d'avenir pour le Maroc et pour l'Afrique? C'est un retour aux sources, certes, mais avec toute la grandeur que votre parcours inspire. Nous sommes donc particulièrement privilégiés de vous accueillir ce soir. Votre pensée visionnaire, votre expertise et votre engagement éclaireront nos discussions et, je l'espère, nous inciteront tous à transformer nos idées en actions concrètes pour bâtir un futur porteur de progrès. Merci Inas pour cette belle introduction et cette belle mise en bouche. Merci à toutes et tous pour avoir fait le déplacement. Peut-être avant de plonger un peu dans le cœur du sujet, monsieur Alaoui, si vous aviez des éléments peut-être de modification, une plus-value peut-être à apporter quant à ce qui vient d'être dit. Waouh. Il y a un truc que j'ai toujours voulu faire. Est-ce que je peux prendre mon joker dès le début? Allez-y. J'ai envie de dire bonsoir, jouis. Je suis super content d'être là. La vérité, je suis également très ému parce que c'est évidemment une lourde responsabilité que d'être confronté à ses pairs, à cette génération qui arrive après. Et puis en même temps, je suis extrêmement inquiet au vu de ce que vient de prononcer Inas, parce que je ne sais pas si c'est une biographie ou une nécrologie. Quand c'est aussi long et qu'on se met à parler de distinctions, etc., je pense qu'il y a des motifs d'inquiétude. Mais je pense que ça raconte qu'une partie de l'histoire. Et que si on doit avoir une conversation entre amis, entre frères parfois, entre compatriotes, je me dois aussi de vous raconter l'autre partie de l'histoire. C'est que ce parcours, ce chemin qu'on présente toujours de manière très linéaire, lorsqu'on le post-rationalise et qu'on vient le dire dans une conférence ici à HEC, ne raconte pas un certain nombre de choses sur la trajectoire et l'opportunité. Je pense d'abord que j'ai été quelqu'un d'extrêmement favorisé, que je suis né dans le bon milieu, au bon moment, et que j'ai eu accès au capital, à la connaissance, au capital relationnel, et à la capacité à pouvoir m'insérer dans le milieu professionnel de manière beaucoup plus rapide que quelqu'un qui serait venu d'un autre milieu. Lorsqu'on rentre dans les métiers des services et qu'on arrive avec un patrimoine familial, relationnel, puissant, a priori, les gens vous font confiance. Et donc, je voudrais ici, en toute humilité, dire c'est évidemment quelque chose qui est masqué lorsqu'on fait la description d'un certain nombre de personnalités. Mais la réalité, c'est que j'ai d'abord eu beaucoup de chance. Après, les diplômes, le chemin de vie, ce n'est pas l'essentiel. Ce dont on parlera surtout ce soir, et qui va forger vos existences et vos vies, c'est les rencontres. C'est les gens que vous avez rencontrés au cours de votre vie. Et je pense que je m'exprimerai là-dessus un petit peu plus avant lors du propos. Donc faites pas attention à toutes les bêtises et les décorations, etc. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de se regarder dans les yeux et de regarder qu'est-ce qui change un parcours de vie. En parlant de... Allez-y.
Justement, vous me permettez de parler de votre parcours de vie et notamment de votre enfance. On dit souvent que l'enfance façonne l'adulte qu'on devient plus tard. Comment cette enfance a marqué votre vision actuelle et a façonné votre vision actuelle? On sait que vous avez vécu dans un milieu avec un melting pot culturel très varié, avec des rencontres justement marquantes potentiellement. En quoi est-ce que ça a façonné votre ambition actuelle et votre vision stratégique que vous avez développée depuis ces dernières décennies? Je ne savais pas que cette conférence allait se transformer en un divan de psychanalyse. Parce que on essaie de comprendre avant d'écouter vos analyses. Il y aurait des choses à dire et des choses que j'ai partagées avec mon thérapeute dans ma vie et qui sont évidemment qui forgent une identité. Je pense que à titre personnel, moi je peux vous dire 2-3 choses. Mon père a été au sein du gouvernement pendant 38 ans. Il a été porte-parole de l'Istiqlal et il était à Paris. Il est un de ceux qui ont porté le combat pour l'indépendance du pays. Il a choisi ensuite dans sa vie professionnelle d'être un monarchiste convaincu et de porter une partie de la parole de ce pays très particulier. Il aurait pu faire d'autres choses. Il aurait pu rejoindre d'autres partis politiques dont il est issu. Mais pour vous en parler 2 minutes et de la spécificité de ce parcours, mon père m'a eu quand il a eu 60 ans. Il est né en 1918. Grandir avec un papa beaucoup plus âgé, c'est à la fois formidable en matière d'expérience, mais c'est aussi beaucoup de choses que vous ratez. Et surtout quand il est très occupé et qu'il occupe des fonctions officielles. Mais ce qui vous forge dans ce domaine-là, c'est que vous avez très tôt, vous prenez conscience que vous êtes différent dans cette communauté nationale et comment vous articulez, comment vous bougez dans le temps. C'est anormal d'être chez soi et d'être confronté à des gens qui ont des responsabilités publiques, des responsabilités politiques dès que vous avez 5 ans, 6 ans. C'est totalement anormal. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour forger un parcours de vie qui est normal. C'est anormal qu'à l'âge de 5 ans, on vous demande de mettre un costume. Et il y a 2 manières de faire. Soit plus tard dans votre chemin de vie, vous dites c'est totalement écrasant, je suis un héritier et cette charge elle est énorme et je ne sais pas quoi en faire et je vais commencer à vachement réfléchir et au final je vais terminer table 1 du VIP à Ibiza. Ou à un moment on se réconcilie avec son histoire en se disant mon chemin ça ne va pas être le même parce que je ne peux pas singer le parcours de vie de quelqu'un qui a grandi en se battant contre le colonisateur. Et je vais essayer de tracer mon chemin, très humblement, avec des ratés, avec des virages, avec ce qu'on appelle le chemin de Bibi. Je ne sais pas s'il y a des Marocains dans la salle qui connaissent le chemin de Bibi. Vous ne connaissez pas? Je vous raconte l'anecdote en 2 secondes. Il y a un chemin pas loin de Taza qu'on appelle le chemin de Bibi, Bibi étant le dindon. Hein. Et en fait, lors du protectorat, ils essayaient de tracer... C'est un chemin qui est totalement en zigzag. Mais à chaque fois que le colon essayait d'aller visiter les gens des fermes, ils égorgeaient un dindon. Et ils disaient, s'il te plaît, ne fais pas passer la route par mon champ. Et donc, on a ce chemin en zigzag, ce qu'on appelle le chemin du dindon. Et donc, nos chemins sont tous faits de zigzag. Il n'y a pas de ligne droite. Et donc voilà, moi je le vis assez bien. Je pense avoir été, comme je vous l'ai dit, extrêmement privilégié, avoir eu la chance d'avoir côtoyé un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, auquel j'ai dédié mon dernier ouvrage. Vous savez, au final, quand on a 18 ans, on a envie d'être révolutionnaire, on a envie de faire beaucoup de choses, mais parfois on cale ses pas sur le pas de son père. En parlant d'inspiration, vous avez très tôt développé une véritable passion pour des sujets un peu nouveaux à cette époque-là, la stratégie, l'intelligence économique, la guerre économique, etc. Qu'est-ce qui a façonné en vous cette envie, ce désir, cette volonté véritable de découvrir ces enjeux-là et par la suite de faire de votre vie, de votre carrière, le pont entre l'intelligence stratégique et la réalité de la vie quotidienne?
Encore une fois, avec le recul, c'est toujours hyper facile de dire j'ai vu le truc tout de suite, je sentais que ça allait marcher. C'est comme quand on est dans des conférences avec des étudiants et qu'ils vous posent la question qu'est-ce qu'on doit faire et que vous leur dites suivez votre passion. C'est hyper facile de dire ça. La vérité, c'est suivez pas votre passion. Suivez d'abord comment construire du capital. Ensuite, vous pourrez faire toutes les passions que vous voulez. Sur la question de l'intelligence économique, j'ai aucun mérite. C'était une discussion avec un ami qui travaille dans une grande entreprise marocaine, à d'Enfer Rochereau, dans un café, alors que je me destinais à une vie extrêmement morose de banquier. Non pas que j'ai quelque chose contre les banquiers, mais en tout cas, c'était à ce moment-là, disons, mon théâtre d'intervention auquel j'étais destiné. Et il m'a dit, il y a ce machin qui s'appelle l'intelligence économique, il y a les accords de Bâle II qui sont en train d'arriver, qui vont ajouter énormément de couches réglementaires dans l'exercice de la banque. Et derrière, il y a une grande compétition qui est en train de se passer. Lui-même avait entendu une conférence d'Alain Juillet, qui est un des pionniers ici en France de l'intelligence économique. Et puis, le reste, c'est une chose à laquelle que je vous souhaite tous, c'est une nuit sans sommeil devant Wikipédia, en regardant c'est quoi l'intelligence économique, c'est quoi ce théâtre d'affrontement entre les entreprises, c'est quoi la veille, c'est quoi le renseignement économique, c'est quoi l'aide à la prise de décision. Et puis après, c'est la conjonction de l'opportunité, de la géographie et d'une rencontre. Ça tient absolument à rien, un battement d'aile de papillon. Hein. Ça tient à un métro raté où je ne vois pas ce copain, où on n'est pas ensemble, où on n'est pas en train de discuter intelligence économique. Et peut-être que j'aurais fait tout à fait autre chose. Mais je m'y suis intéressé. C'est quelque chose qui rejoignait deux dimensions qui m'intéressaient, à savoir l'économie, mais également la géopolitique, les idéologies. Parce que nous sommes dans des corpus sociaux dans lesquels il y a des idéologies, dans lesquels il y a des biais. Dans tout ce que nous faisons, la manière dont nous avons été éduqués, notre rapport au monde, est issu de ces idéologies. Et donc voilà, donc, la réponse courte, c'était un coup de bol. C'était un coup de bol parce qu'au départ, vous nous disiez que vous vous orientiez plutôt vers une carrière de banquier assez morose. Suivez mon regard, bien sûr. Je sais que beaucoup d'entre vous s'orientent vers ça, mais justement, vous avez pu développer ça, notamment en passant par Sciences Po et HEC, dans ces institutions-là. Comment ça s'est passé? Comment vous avez développé vos projets à ce moment-là et quelles étaient vos ambitions à ce moment-là? Est-ce que vous aviez déjà une ambition d'avoir un impact sur le Maroc et sur la stratégie ou comment vous avez vécu ces années-là au sein de ces institutions en général? Alors, encore une fois, et c'est peut-être un propos liminaire qui est facile, pour moi, les diplômes donnent un cadre et après de la discipline. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour une carrière professionnelle normée si vous êtes appelé à être salarié ou à être entrepreneur. Il faut vous lever tôt le matin, il faut être prêt à bosser et il faut être prêt à empiler un certain nombre d'heures parce que vous avez besoin de cette fameuse courbe d'expérience et d'une certaine pratique pour être en capacité de pouvoir répliquer un certain nombre de cas et de comprendre comment est-ce que ça sort. J'ai eu une idée qui me paraissait peut-être un petit peu originale à ce moment-là, c'est de dire il n'y a pas de livre sur l'intelligence économique et que la manière pour moi de finalement me créer mon marché professionnel, c'est de dire il faut écrire le bouquin sur l'intelligence économique au Maroc. C'était à l'époque une pratique jeune et embryonnaire et ça a rencontré son public. Ça aurait pu ne pas rencontrer son public. Et le deuxième élément, qui est le bout de chaîne de l'intelligence économique, c'est que je n'ai pas essayé d'écrire un bouquin pour une revue à comité de lecture, j'ai essayé d'écrire un bouquin pour tout le monde. Or, le grand défaut, ou disons la limite du travail d'expert lorsque vous êtes dans la communauté des sachants, c'est que si vous ne vous rendez pas compte très tôt que tout le savoir que vous avez, si vous ne savez pas le vendre et le présenter au monde, il ne sert pas à grand-chose. Ça va de la prise de parole dans une réunion et comment vous allez exprimer votre pensée de manière extrêmement synthétique et percutante, jusqu'à la production de connaissances ou la capacité à pouvoir écrire des notes. Moi, j'ai eu, encore une fois, et c'est des rencontres, mon premier patron qui était banquier, comme j'étais un peu, je pense, bizarre, il ne savait pas trop quoi faire de moi. Et en plus, j'arrivais avec le syndrome du pistonné. Donc, il s'est dit, peut-être qu'il va abandonner au bout de quelques semaines et qu'il va se barrer, qu'il ne va plus m'embêter.
et il m'a donné à rédiger des discours et à rédiger des notes. Et c'est un exercice qui est absolument fascinant lorsqu'on travaille avec un leader et un mentor exigeant, parce que ça vous apprend à aller vers l'essentiel. Et donc, à partir de là, je pense, parce qu'il y a aussi chez moi une appétence naturelle aux éléments conceptuels, j'ai voulu en faire un livre et continuer à développer la pratique. Je l'ai développé au Maroc, où j'ai eu la chance d'avoir aussi une oreille très attentive des pouvoirs publics. Et une oreille attentive des pouvoirs publics, non pas par amour de l'intelligence économique, mais parce que l'intelligence économique pour ce pays en transition à revenu intermédiaire qu'est le Maroc au milieu des années 2000, c'est ce qu'il y a de plus efficace lorsque vous n'avez pas beaucoup de sous. Les pays qui ont vachement réussi dans l'intelligence économique, ils sont connus. C'est le Japon après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un pays qui est dévasté. Et il va faire des choses finalement qui ressemblent à de la guérilla d'intelligence économique. C'est-à-dire il va équiper ses ambassades de conseillers économiques, chose que ne faisaient pas d'autres pays. C'est la République de Venise qui va armer ses bateaux pour aller récolter du renseignement sur tous les marchés dans lesquels elle est. Et finalement, ça va devenir une bourse d'information. La République de Venise, c'est le LexisNexis de 1545. Ils ont des informations juridiques, économiques, financières sur les marchés qui fonctionnent. Et donc voilà, pour moi, je ne sais pas si c'est réplicable à d'autres, et je ne sais pas si ça sera réplicable demain avec ChatGPT. Mais la production de connaissances, se présenter au monde en mettant ses idées noir sur blanc et pas occuper uniquement le ministère de la parole, a toujours été un pari gagnant. Et justement, en parlant de Paris, et pour peut-être faire la transition vers les actions professionnelles que vous avez pu mener pendant votre carrière, en 2008, vous décidez de fonder votre propre cabinet d'intelligence économique, de conseil en affaires publiques, privées, etc. Global Intelligence Partner. C'est quoi les affaires privées? Tout ce qui est relatif au monde de l'entreprise, je dirais. Donc, vous le revendez en 2015. Et puis, cette même année, vous fondez le cabinet que vous dirigez aujourd'hui, le cabinet Guépard. Quelles sont vos actions au quotidien? Quelles sont vos missions? Et est-ce que vous avez décidé de faire Enfin, c'est très particulier, mais vous avez fait un choix pertinent de maintenir votre cabinet à Rabat, capitale administrative, loin du centre financier, économique et Casablanca. Est-ce que ça a été une volonté de votre part à ce moment-là de montrer que ce que vous voulez faire, c'est avant tout de conjuguer le public et le privé? Oui, là aussi, c'est les dangers de la post-rationalisation. D'abord, je dirais Rabat, joie. Ça s'applaudit. C'est la Genève de l'Afrique, hein, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas visité. C'est une ville qui est absolument formidable. Il n'y a pas de bouchons, c'est extrêmement vert. On peut élever des enfants, on peut avoir un cadre de vie qui est absolument exceptionnel. Deuxièmement, on a un bureau à Casablanca. Mais tout ça, encore une fois, ne raconte qu'une partie de l'histoire. En 2015, lorsque je vends Global Intelligence au cabinet Mazars, j'ai une conviction, c'est que le monde des médias est en train de connaître une très grande transformation, et j'ai pris une grosse partie du produit de la vente pour l'investir dans les médias. Et ce fut un ratage quasi complet. Parce que la chance qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut aussi se rendre compte qu'il faut qu'on puisse se donner la chance de pouvoir se rater. J'ai cru, parce que je venais de l'industrie du conseil, que je savais faire des benchmarks, que j'avais des équipes extrêmement compétentes, que j'étais en capacité de venir disrupter un marché qui connaissait une transformation très importante à ce moment-là, qui est le marché des médias, et notamment des médias en Afrique du Nord. Donc on a monté le Huffington Post dans la zone. Ensuite, je me suis associé avec la Tribune pour monter la Tribune Afrique. Et la réalité, c'est que j'ai été confronté au mur du réel dans cette industrie-là. Je ne vous raconterai pas le nombre de conférences que j'ai faites. On est passé partout. Il faut faire des vidéos, il faut faire les petits chats, il faut faire par abonnement, il faut faire sans abonnement, il faut faire de l'événementiel, il faut recruter plus, il faut recruter moins, il faut avoir des jeunes, il faut suivre Twitter, il faut suivre LinkedIn. La réalité du monde des médias s'est imposée à nous très rapidement, c'est que si vous n'avez pas énormément de capital, vous n'êtes pas en capacité d'avoir un effet suffisamment large pour pouvoir recruter les meilleurs et pour pouvoir le faire. Et ensuite, Guépard, que j'ai fondé à ce moment-là,
est issu d'un chemin plus personnel. C'est que quand j'avais Global Intelligence, on a grossi rapidement. J'ai commis des erreurs en grossissant rapidement, parce que je me suis beaucoup moins intéressé à la première ligne à laquelle doit s'intéresser un entrepreneur, qui s'appelle cash flow. Et on avait 70% de notre chiffre d'affaires qui était dehors, qui était exposé à de la commande publique. Et ce qu'on ne vous raconte jamais en école de commerce, c'est que les signes noirs, ça existe. Quand vous êtes exposé à du client public, il y a un truc qui arrive et qui vous frappe un dimanche après-midi de plein fouet, ça s'appelle un remaniement ministériel. Remaniement ministériel égale blocage de la mission pendant 8 à 9 mois. Parce que le nouveau locataire n'est pas comptable du marché qui a été passé par son prédécesseur. 8 à 9 mois pendant lesquels vous devez continuer à payer les gens, vous devez continuer à payer vos fournisseurs, et pendant lesquels vous devez continuer à afficher un très grand sourire, alors même que le découvert de la banque est gagé sur vos biens personnels. C'est ça la réalité aussi de l'entreprise. C'est qu'il faut qu'on puisse se donner la capacité de se planter. Évidemment, c'est mieux de réussir. Mais quand on regarde les macros et qu'on regarde les chiffres, les taux de réussite, ils sont... alors, si on est dans les startups et dans le VC, ils sont de l'ordre du 0,1%. Si on est dans la TPE, la PME, bah c'est 50-50. C'est un peu comme la vie. L'entrepreneuriat, c'est comme la santé, c'est comme l'amour. C'est précaire. C'est jamais garanti. Donc, il faut accepter ça. Et nous-mêmes, chaque année, on se couche le 31 décembre, on se réveille le 1er janvier, il faut tout refaire. Il faut refaire tout le carnet, il faut refidéliser les clients, il faut recommencer à discuter avec les banques, il faut recommencer à recruter, il faut qu'on s'adapte aux talents, il faut qu'on fasse aussi des conf calls dans lesquels on a Génération Z qui nous dit le poste est bien en full distanciel, et qu'on lui explique que non, on est un vrai cabinet avec des vrais gens, il y a une machine à café, il faut pouvoir rencontrer les clients, je ne peux pas vous laisser faire votre stage de surf à Barcelone et travailler pour nous, parce que si on fait une réunion avec un grand client, je ne peux pas lui dire « attendez que Samantha se connecte depuis Barcelone ». Donc c'est ça aussi la réalité à laquelle on est confronté, c'est une réalité diverse et c'est une réalité qui s'imposera à beaucoup d'entre vous, parce que je suis sûr qu'il y aura de plus en plus de jeunes diplômés qui vont choisir ce chemin d'entrepreneuriat, qui n'est pas un chemin de liberté. C'est un chemin plus contraignant que celui du salariat. Si je fais trop de digressions, dites-le moi. Hein. Au contraire, on est là. Si vous ennuyez, dites-le moi aussi. Hein. Non, mais justement, ça me permet de rentrer dans la phase première partie, je dirais, de cette conférence, notamment puisque votre parcours, il incarne un peu une ambition, une vision globale, mais en réalité un enracinement local très, très profond, qui est similaire à celui du Maroc, qui évidemment est tourné vers le futur, un avenir global, mais qui est profondément enraciné dans sa profondeur continentale. Et dernièrement, une des avancées géopolitiques majeures fut évidemment la visite d'Emmanuel Macron, la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, qui nous concerne tous ici en tant que Marocains de France, Français du Maroc, dont les enjeux des deux pays nous touchent beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite? Est-ce que vous considérez que c'est un tournant majeur, ou au final, pour paraphraser justement la fameuse citation du Guépard, au final tout change pour que rien ne change? Alors, d'abord, la citation du Guépard, peut-être pour corriger ça, et j'ai appelé l'entreprise Guépard à cause de ça. Dans l'imaginaire collectif, il faut que tout change pour que rien ne change, est signe d'immobilisme, de préserver un certain nombre d'éléments. Dans le cas spécifique et précis du Maroc, ma conviction profonde sur cette citation qui est injustement reprise comme étant « il faut que tout change pour que rien ne change ». La réalité, c'est pour que tout reste en l'état, il faut que nous changions tout. C'est que dans un très vieux pays, une vieille nation comme le Maroc, qui est insulaire, on n'aime pas la pression extérieure pour le changement. Il faut que le changement vienne de l'intérieur. Si vous regardez même les maisons marocaines, si vous l'avez observé, si vous baladez dans la Médina de Fès, les murs sont gris et c'est juste du béton.
Et à l'intérieur, vous découvrez la beauté. Parce que nous sommes une société profondément insulaire. Le Maroc a été perméable aux agressions extérieures pendant 14 siècles. La seule phase où il a été administré par un tiers n'était même pas une phase de colonisation, mais une phase de protectorat qui a duré moins de 3 décennies. Donc, on n'est pas dans n'importe quel pays. Chaque pays a une singularité, mais le Maroc, le Marocain, profondément, a l'impression de vivre dans une île. Ce qui génère aussi un certain nombre de défauts. Je dirais que notre qualité la moins reconnue dans le monde, c'est la modestie. Nous ne sommes pas modestes en tant que Marocains. Nous avons une idée de nous-mêmes d'être non pas un pays ou une nation, mais d'être une civilisation. Et que nous avons un apport à donner au monde. Et parfois, on peut même être donneur de leçons sur un certain nombre de choses. Mais on pense être les meilleurs, soit sur le plan culinaire, sur le plan footballistique plus récemment. Mais on a cette image de nous-mêmes qui est parfois immodeste. Mais sur ces éléments-là, et sur la relation avec la France, il y a une séquence diplomatique très importante pour nos deux pays, mais qui est une séquence qu'il faut regarder dans un cadre transactionnel. Et si vous voulez la regarder de manière objective, en bon étudiant de commerce ou d'école d'ingénieur que vous êtes, moi je vous invite à faire un exercice extrêmement basique. Vous prenez les 22 accords qui ont été signés devant le roi Mohamed VI et Emmanuel Macron, et vous regardez le contenu de ces accords. Et vous prenez les mêmes accords qui ont été signés en face du président Sarkozy et du roi Mohamed VI il y a 15 ans, et vous verrez que la nature de ces accords a profondément changé. Nous étions en 2007 dans une logique d'achat de la part d'un pays à revenu intermédiaire de biens d'équipements sophistiqués qui ont été produits par des Occidentaux, avec des brevets occidentaux, pour la plupart dans des usines en Occident. Bon, j'en sais rien, moi, TGV, avions, hélicoptères, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'armement, mais en tout cas des biens sophistiqués d'équipements produits par des pays qui ont accès au capital, au savoir, à la recherche, vers, sur les 22, 16 joint ventures, du co-investissement, des entreprises dont le taux d'intégration sera extrêmement important et qui vont contribuer à industrialiser le pays. Et donc pour moi, la visite, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle marque un changement paradigmatique du rapport de force entre les deux pays. C'est que vous n'êtes plus... Et même le ton a changé. Moi, j'ai un souvenir, certains d'entre vous aussi ont dû le vivre dans leur chair, lorsqu'on a un chef d'entreprise occidental qui, lors d'une réunion, dit « nos amis marocains ». Et on a envie de lui dire « en quoi on est amis déjà ?» Pour commencer. Et pourquoi ce discours compassionnel à notre endroit? Pourquoi vous dites « nos amis marocains » ? Pourquoi vous ne dites pas « nos partenaires marocains » ? Et la réalité, c'est que le Maroc a changé d'échelle, il a changé de taille, et dès qu'il a commencé à expliquer au monde qu'il était en train de diversifier ses partenariats, eh bien, il y a beaucoup de pays européens, pas uniquement la France, qui ont commencé à se dire « ouh là là, ils vont nous lâcher. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Ils vont chez les Chinois et tout. Qu'est-ce qui se passe ?» La réalité, c'est que d'un point de vue transactionnel, il y a une impulsion et un changement paradigmatique majeur qui est en train de se passer. On arrête d'être les Indiens qui achètent de la verroterie. On est en train de construire ensemble. Et c'est ça, pour moi, le message plus important. Tout le reste, c'est du bruit. On est deux pays anciens qui avons des relations dans lesquelles il va y avoir des hauts, des bas. Croyez-moi, les choses vont très, très, très bien en ce moment, mais je vais vous faire de la prédictologie à 2,50 dirhams. Dans les 20 prochaines années, il va y avoir d'autres crises avec la France, entre le Maroc et la France. Et c'est normal, parce que c'est la nature même des relations que ça n'aille pas toujours bien. Parce qu'il y a aussi, le dernier élément, j'en finirai avec ça, c'est que, vu du Maroc, il y a eu aussi le sentiment à un moment d'avoir été le bouc émissaire de problèmes internes européens et qu'il a été facile pour certains politiciens, et je cite personne, mais plutôt les politiciens des extrêmes, de dire bah, finalement, si ça va mal chez nous, c'est la faute du Maroc, c'est la faute de l'Algérie, il y a trop d'immigrés, il y a trop de... Alors qu'en réalité, c'est des problèmes internes. C'est que
l'Europe, elle est prise en étau entre cette formidable bataille des volontés économiques entre l'Amérique et la Chine, que ces biens d'équipement coûtent très cher parce qu'elle a des systèmes de solidarité qui sont plus adaptés à la 4e révolution industrielle et qu'elle n'arrive plus à générer suffisamment de croissance pour pouvoir financer son modèle qui est plutôt généreux. Et que quand vous avez ça, ben c'est totalement mécanique, les extrêmes s'exacerbent et ils ne vont pas s'exacerber contre un Polonais qui est catholique aussi, blanc, et que ça va être beaucoup plus simple de dire c'est la faute des Arabes, c'est la faute de l'immigration, c'est la faute d'un certain nombre d'éléments. Donc il y a une responsabilité commune de remettre l'église au centre du village pour expliquer qu'en fait nos destins sont liés, que l'échec du Maroc ou l'échec de l'Algérie ou l'échec de la Tunisie, ça sera aussi l'échec du sud de l'Europe. C'est que si nous on échoue, le marché de demain pour nos partenaires européens, il va s'effondrer. Donc il faut qu'on ait cette exigence de vérité. Moi, je pense que vraiment la visite du président Macron, beaucoup d'éditorialistes l'ont qualifiée d'historique. Elle est historique d'abord dans le changement de nature du partenariat qui s'est opéré à partir de là. Mais justement, ça fonctionne. Vous parliez notamment d'injonctions contradictoires des nations européennes qui demandent beaucoup du Maroc et qui en échange ne donnaient pas énormément, notamment en termes de gendarmes de la Méditerranée, qui avaient justement une vision assez paternaliste nord-sud. Est-ce que vous pensez que réellement, intrinsèquement, ça a changé? Est-ce qu'il y a un positionnement désormais différent ou est-ce que c'est qu'une vitrine pour permettre une entrée de ces puissances européennes vers les intérêts marocains et africains, parce que désormais le Maroc se positionne comme premier de cordée en Afrique. Est-ce que ces injonctions contradictoires sont désormais du passé ou est-ce que vous pensez qu'elles sont toujours d'actualité, qu'elles sont désormais juste un peu plus déguisées? Alors d'abord, moi je vous parle en tant que Marocain. Donc ayant à cœur de préserver les intérêts, on va dire, existentiels et stratégiques du Maroc, il est normal qu'on pointe du doigt les contradictions de nos partenaires européens. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes, en tant que Marocains, on n'est pas exempts de contradictions. Nous avons aussi nos propres contradictions. Et il faut qu'on les regarde de manière lucide dans ce rapport que l'on a avec l'autre et avec ces partenaires qui sont des partenaires économiques et commerciaux. Le vrai sujet, ça va être comment est-ce qu'on gère la clé de répartition entre le capital et le travail. C'est comment est-ce qu'on se met autour de la table pour que les Européens ne viennent pas hurler aux délocalisations chaque fois qu'une usine vient s'installer, et que les Marocains ne viennent pas hurler au racisme chaque fois que dans le verbe à l'endroit du Maroc ou à l'endroit du sud de la Méditerranée, il y a des sorties ou des saillies qui nous paraissent être violentes. Il faut que tous les deux sortions de cette logique-là. Si on rentre dans une logique collaborative et de partenariat, il faut qu'on y aille ensemble de bonne volonté. Je ne pense pas qu'il y ait un espèce d'agenda caché de se dire il faut que je reprenne pied. Je crois aux intérêts et aux intérêts mutuels. Je pense que l'Europe n'a pas envie de perdre du terrain en Afrique, pas uniquement au Maroc. Je pense que la France en particulier n'a pas envie de perdre plus de terrain qu'elle en a déjà perdu en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et je vais vous dire une chose, mais c'est totalement légitime. Moi, que le président Macron défende les entreprises françaises et qu'il veuille promouvoir l'export des biens français, je dis c'est très bien, soyez compétitifs. Le Maroc, il vous ouvrira les portes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Soyez compétitifs, ne nous demandez pas de biaiser les règles de la compétition. Créez des emplois chez nous, mettez des usines, aidez-nous à progresser. Welcome. Et justement, on a parlé de la visite d'État du président français au Maroc, mais il y a un élément qui était fondamental et qui a précédé cette même visite. Ça a été le 30 juillet dernier, le jour même symbolique hautement de l'arrivée au pouvoir, des 25 ans de l'arrivée au pouvoir de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et ce jour-là, Emmanuel Macron décide de sortir une lettre dans le domaine politico-médiatique où il annonce de manière claire la nouvelle position française, diplomatique, et la vision de l'Hexagone sur la question du Sahara, en pointant du doigt le fait que le plan de 2007 est et sera pour les années à venir la seule position la plus stable et durable pour résoudre ce conflit
au sud du Maroc. Est-ce que vous pensez que c'est le résultat et la conséquence de ce bilatéralisme actif qu'a mené le Maroc depuis des années, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Sud, ou même dans les pays scandinaves qui de plus en plus reconnaissent la marocanité du Sahara? Laissez-moi juste peut-être vous poser une question. Allez. Vous pensez qu'il a décidé ça le 30 juillet? Parce que vous avez dit il a décidé le 30 juillet. Ça se prépare déjà un courrier quand on l'envoie à un autre chef d'État, mais je pense que la décision, c'est la résultante des lois, allez, de la physique-chimie. En termes chimiques, il y a la question de se dire, est-ce que je peux durablement, en tant que République française, ne pas franchir le pas avec le partenaire qui est le plus stable sur le plan institutionnel et le plan macroéconomique, et pour lequel la question du soutien à son intégrité territoriale, elle est existentielle. Donc ça, je veux dire, c'est une décision diplomatique avant d'être une décision économique. Après, le deuxième versant de votre question, c'est la communication. Je crois que vous connaissez, comme moi, du moins vu de l'extérieur, le caractère éminemment littéraire du président Macron et son attachement au symbole. Je pense qu'en matière de communication, le fait que ça soit transmis lors de l'avènement sur le trône de Sa Majesté le Roi pour son quart de siècle, son jubilé, c'est de marquer non seulement les esprits, mais de marquer aussi les cœurs. Parce que je pense qu'il n'a pas touché que Mohamed VI, roi du Maroc. Je pense qu'il a touché 37 millions de Marocains en joignant le geste à la parole et en le faisant dans un timing aussi précis. Moi, je trouve que c'est un signal très intéressant sur le fait qu'il ait compris aussi mieux le logiciel marocain. Nous sommes des sentimentaux. Je pense, nous sommes des sentimentaux parce que nous avons justement cette communauté de destin et cette histoire en commun qui fait qu'on peut avoir énormément, remarquez-le dans vos familles et remarquez-le lorsque vous parlez avec des tiers. Nous, Marocains, lorsque nous sommes ensemble, il peut nous arriver de dire des choses extrêmement violentes à l'endroit de notre gouvernement, à l'endroit d'un certain nombre d'éléments pour lesquels on n'est pas content et qu'on aimerait que ça marche mieux. Mais regardez comment on réagit quand c'est un tiers qui vient nous le dire. Généralement, ça se termine pire qu'une engueulade lors d'un repas de Noël ici en France. C'est inhérent aussi aux attributs psychologiques de notre nation et au fait qu'on n'aime pas qu'on parle mal de notre pays. Moi, je trouve ça plutôt sain. Alors, si le président Macron il a l'intelligence, la doigté de, en même temps, prendre une décision diplomatique importante et en même temps l'envoyer avec la bonne forme et au bon moment, bah, pour nous, c'est que du bonheur. Vous savez, quand vous appuyez dessus une deuxième fois, ça l'éteint. Appuyez une seule fois. Ça marchera très bien ensuite. Très bien. Donc, effectivement, l'une des problématiques qu'on relève notamment de la France et de son néocolonialisme dans ces pays-là est désormais, historique, est désormais... C'est pas du néocolonialisme. Pas actuellement, je parle pour la période post-coloniale. Et justement, désormais, on pointe plutôt du doigt le Maroc, notamment dans sa stratégie continentale en Afrique de l'Ouest, et un risque potentiel de, peut-être pas néocolonialisme, mais voilà, d'un paternalisme qui soit similaire à celui des Européens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? Et comment est-ce que le Maroc peut, et peut-être qu'il le fait déjà, s'insérer dans le Sahel, dans l'Afrique de l'Ouest, en cultivant des relations qui ne sont pas asymétriques et en gardant, justement, en évitant cette problématique-là de critique paternaliste? Bien sûr qu'il y a un danger. Moi, j'ai démarré par dire la modestie n'est pas la première de nos qualités en tant que Marocain. Le risque de l'hégémonie ou d'être perçu comme étant hégémonique et de ne pas traduire dans les faits la vision du roi Mohamed VI qui dit l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique.
c'est une tentation qui existe certainement chez certains chefs d'entreprise, qui peut exister aussi chez certains politiques, et c'est à nous d'être extrêmement vigilants pour ne pas dupliquer des modèles de choses que nous-mêmes avons reprochées pendant très longtemps à la France, à l'Espagne et à un certain nombre de pays. Je pense qu'on est relativement protégé dans la mesure où, pour les pays immédiatement autour de nous, ce sont des pays qui pratiquent le même type d'islam. Et que donc, il y a une communauté de valeurs. Et lorsque vous êtes expat marocain, que vous travaillez dans une banque et que vous allez à la mosquée avec les Maliens, avec les Burkinabés, avec les Sénégalais, il y a des questions culturelles et d'osmose qui permettent d'avoir des raccourcis et des biais interculturels qui sont beaucoup plus forts. Mais on n'est pas à l'abri. J'ai entendu des discours anti-marocains en Côte d'Ivoire, dans certains pays où ils disent ben, les Marocains, ils raflent. Mais d'un autre côté, c'est parce que nous avons une immense responsabilité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, si on doit rentrer 2 secondes dans le détail en termes d'intelligence économique et en termes tectoniques. Le Maroc, il est venu faire quoi? En Afrique de l'Ouest notamment. Il est venu remplacer des entreprises françaises notamment qui ne pouvaient plus assumer le coût du double risque entre la régulation européenne et la régulation africaine dès lors qu'ils géraient une assurance, une banque, des services financiers ou du conseil ou de la construction. C'est ça la réalité. Donc lorsque vous faites des vases communicants et que vous vous retrouvez à prendre des positions dominantes dans des secteurs aussi importants et aussi régulés que la banque ou l'assurance, il y a une question de perception qui est extrêmement importante de la part des populations locales et de la part des pays dans lesquels vous rentrez. C'est à nous d'être vigilants. Et c'est à nous d'être extrêmement exigeants dans la manière dans laquelle on se déploie dans tous ces pays pour ne pas être perçu comme étant en situation de tentation hégémonique, mais d'être véritablement en train de pratiquer ce que nous prêchons et d'être dans les partenariats sud-sud, de faire des colocalisations, de faire des JV là où il faut faire des JV, de ne pas vouloir rentrer dans des secteurs parfois de manière trop importante sans associer des acteurs locaux pour permettre aussi, comme ce que nous essayons de vendre, l'émergence de marchés locaux plus gros dans lesquels il y a des gâteaux plus gros, dans lesquels il y a plus d'emplois et dans lesquels il y a plus de business. Il va toujours y avoir une contradiction entre l'acteur privé qui va vouloir gagner rapidement sur un certain nombre de marchés et les pouvoirs publics qui, eux, vont appuyer sur la pédale de frein en disant attention, on ne brusque pas trop ce marché, il faut attendre qu'il se développe, il faut qu'il soit plus large, il ne faut pas qu'on casse des écosystèmes locaux, même si nous, on a des coûts de revient qui sont moins chers. Donc oui, c'est une question qui va se poser, c'est une question qui se pose, je pense, déjà, et c'est un risque. Il est moins important que lorsqu'on a été un pays colonisateur, vu que nous sommes un pays en expansion sur le plan économique. Et justement, pour aller dans la continuité du dossier africain, entre grands guillemets, il y a plusieurs éléments dans la stratégie marocaine d'expansion en Afrique qui sont très intéressants, notamment d'un point de vue infrastructurel. Il y a 2 grands sujets qu'on met beaucoup en avant en ce moment. Le premier, c'est le sujet du gazoduc entre Rabat et Abuja qui contribuerait à alimenter grandement d'abord le Maroc, toute l'Afrique de l'Ouest et puis ensuite l'Europe méditerranéenne. Et le deuxième grand projet, c'est l'ouverture atlantique du Maroc pour les pays enclavés du Sahel, à travers notamment la mise en avant du port de Dakhla. Est-ce que ces infrastructures-là, ces grands investissements qui sont réalisés d'abord par le domaine public, peuvent contribuer à alimenter cette vision africaine? Alors, l'économie, c'est hyper sympa, surtout quand on est dans des grands cabinets de conseil dont les noms commencent par M et se terminent par Y, de dire bah, voilà où sont les externalités positives, voilà comment est-ce qu'on peut construire une économie ou l'économie des corridors. La réalité, c'est que l'économie, elle a besoin de vascularisation. Vous n'auriez jamais eu la success story de Tanger, de l'écosystème industriel automobile qui exporte aujourd'hui 700 000 véhicules, si vous n'avez pas eu un petit truc qui est quand même assez essentiel, c'est un port qui est en capacité de pouvoir exporter. Aujourd'hui, on ne pourra pas atteindre la taille critique en matière de renouvelables et en matière notamment d'énergie de transition qui est notamment le gaz,
si on n'arrive pas à construire ce corridor avec le Nigeria. Parce que la vitesse à laquelle vous allez déployer vos investissements dans le renouvelable ne va jamais pouvoir atteindre l'efficacité que vous donne aujourd'hui l'énergie fossile. Et pour pouvoir réduire le gap entre les deux, vous avez besoin de pouvoir utiliser cette énergie de transition. Ça reste dépendant d'aléas géopolitiques. Aujourd'hui, le Nigeria a des tensions monétaires. Et donc, ce qui est en train de se discuter, d'après ma compréhension, c'est comment est-ce qu'on réussit à stabiliser une relation en matière d'investissement dans un investissement qui est extrêmement lourd, entre un pays extrêmement stable sur le plan institutionnel et macroéconomique qu'est le Maroc, et un pays dont le Naira n'est pas stable. Parce qu'au final, sur l'exploitation de votre gazoduc, vous allez avoir des rentes. Vous allez lever de l'argent en dollars. Je fais Economics 101 pour ceux que ça intéresse. Vous allez lever de l'argent en dollars ou en euros, parce que vous n'allez jamais trouver suffisamment d'argent en Afrique de l'Ouest pour pouvoir financer votre gazoduc. Et vous allez rembourser pour partie en dirham, pour partie en naira, pour partie en monnaie mauritanienne ou en monnaie sénégalaise. C'est très simple. Si vous dévaluez la monnaie de 20% sur la partie nigériane, le coût de financement de votre crédit ne fonctionne plus. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont au stade où les études techniques ont été faites, où les tracés sont extrêmement visibles, où tout le monde comprend bien les externalités positives qu'il y a à monter ce tel projet, mais il faut qu'il puisse avoir de la consistance. Sur la question des pays du Sahel, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Vous avez des pays enclavés qui n'ont pas accès à la mer. Demain, le Maroc permettra à ces pays du Sahel qui ont connu des phases de transition, pour certains d'entre eux ont connu des coups d'État, et ont besoin immédiatement de pouvoir avoir un accès vers l'Atlantique pour pouvoir exporter leurs matières premières, leurs minerais, et un accès qui soit complètement sécurisé. Ce que le Maroc leur apporte, c'est cette stabilité et cette sécurité dans la capacité de projection qu'ils auront pour pouvoir exporter leurs biens. Donc le gazoduc, je dirais, à plus long terme, 5-6 ans, le corridor Afrique-Atlantique, à plus court terme, 2-3 ans. Le Maroc, là, cette fois c'est bon. Donc je disais que le Maroc s'est développé, était européen, le Maroc est africain, mais le Maroc a aussi développé des relations nouvelles dans des nouveaux continents. Je pense notamment à la cynophilie que le Maroc a pu élaborer ces dernières années, notamment a fait partie des routes de la soie en s'incluant dans ce cadre-là, mais aussi via notamment des projets infrastructurels comme Tangemed, qui se veut une ouverture vers l'Atlantique et qui veut changer la stratégie globale qui était d'abord continentale vers une stratégie méditerranéenne, enfin atlantique, thalassocratique. Est-ce que vous pensez que Tangemed peut porter cette ambition-là thalassocratique et porter ces nouvelles souverainetés polycentriques du Maroc et cette diplomatie polycentrique du Maroc via des partenariats nouveaux avec la Russie, la Chine et d'autres partenaires potentiels? Donc en fait, je me suis trompé, c'est le jour du dictionnaire à l'Académie française. Moi, je découvre thalassocratique et polycentrique. Alors, c'est bien, hein, ça met... c'est les travers de Sciences Po. Oui, je pense que c'est les travers de Sciences Po, mais c'est vachement bien. Merci beaucoup. Hein. Donc je les rajoute tous les deux. Je note qu'il n'y a pas de copyright dessus. Thalassocratique, je me pose la question quand même si ça n'a pas un lien avec la thalasso, mais bon. Je vais vous répondre sur une chose simple. Tangemed est une société jeune qui a été créée en 2003, enfin l'agence spéciale Tanger Méditerranée, qui fait aujourd'hui 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui gère une partie du port de Cotonou, dont le conseil de surveillance, comme le directoire, est composé de talents marocains, et pour laquelle, je raconte l'anecdote dans le livre, en 2003, je ne vais pas à chaque fois accabler McKinsey, je vais dire c'est BCG, même si ce n'est pas vrai. On présentait à Sa Majesté le Roi, lors d'une réunion qui s'est tenue au cabinet royal, en présence de feu le conseiller Mziem Belfré, qui gérait ces grands projets, et ils lui ont dit, Majesté, on vient de terminer le business plan, Tangemed sera rentable en 2023.
Et le roi a demandé à ce qu'on avance d'inauguration de Tangemed. Et quand ils lui ont dit pourquoi, il a dit bah, si c'est rentable qu'en 2023, il faut qu'on commence tout de suite. On ne va pas attendre. C'est aussi un des bénéfices du fait que le mandat de notre dirigeant au Maroc est un mandat biologique. Parce que si vous êtes tenu par un mandat de 4 ans, si vous n'avez jamais inauguré le truc quand il va être rentable, vous dites bah, au final, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un container? Et à l'époque, et c'est là où la géopolitique s'invite tout particulièrement, regardez, intéressez-vous au discours du port d'Algésiras à ce moment-là. Il y a, par un miracle de l'intérêt que portent les académiques subitement à l'impact écologique d'un nouveau port dans la Méditerranée, il y a 2 rapports espagnols qui sortent à ce moment-là et qui disent si jamais il y a un port à Tangemed, c'est une catastrophe écologique pour le littoral. Il y a l'Union européenne qui déploie des gens en disant non mais attendez, on peut vous donner un petit quai à Algésiras, mais construisez pas de port parce qu'on est vraiment très très préoccupé par la situation de la crevette rose, possiblement pêchable pas loin de Tangemed. C'est de la guerre économique. Intéressez-vous à ça. L'Espagne n'a pas voulu, parce qu'elle n'avait pas de réservoir foncier derrière Algésiras, qu'elle n'était pas en capacité de pouvoir étendre son port, n'a pas voulu que le Maroc vienne mettre le plus grand port d'Afrique à ce moment-là. Tangemed a été rentable en 2009, pour la petite histoire. Comme quoi, il ne faut pas toujours écouter les cabinets de conseil. Parfois, ils ont raison, parfois, ils ont tort. Mais c'est un instrument, beaucoup de gens veulent le voir comme un instrument géopolitique. Moi, je le vois comme un instrument de souveraineté socio-économique, parce que Tangemed a créé beaucoup d'emplois. Elle a créé beaucoup d'emplois directement, et elle a créé beaucoup d'emplois. Je ne pense pas que l'usine Renault et les 1000 sous-traitants automobiles qui sont dans cette grande vallée de l'automobile qui est à côté de Tangemed auraient vu le jour s'il n'y avait pas eu le port. Donc oui, parfois l'État a besoin de prendre ce leadership, de le décider. En France, il y a un exemple qui est assez extraordinaire, qui est le commissariat à l'énergie atomique. C'est un bazar qui a été créé par le président de Gaulle et qui n'était pas rentable, qui perdait beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, une très grande partie de l'autonomie en électricité de la France, elle est grâce à cette décision régalienne qui a été prise dans les années 60 de dire nous allons être un pays autonome sur le plan de l'atome. Le Maroc a pris la décision régalienne de dire nous allons être un pays autonome sur le plan portuaire. Je crois qu'on est à 9 millions de PV pour cette année, mais il faut vérifier le chiffre. Mais 9 millions de containers. Il a dépassé Algésiras depuis longtemps. Et donc, effectivement, c'est une success story qui est vachement importante pour nous, parce qu'elle nous indique aussi qu'on est capable de développer des projets à taille et de créer des champions nationaux en comptant sur nos compétences et sur nos talents. On le savait déjà sur cette partie ingénierie, puisque le Maroc est dans une... Le Maroc post-indépendance s'est construit grâce aux ingénieurs. Il faut qu'on en soit tous ici conscients. Je ne sais pas s'il y a des gens de Sarclay ici, mais on a une dette à l'endroit de Polytechnique, de ponts et chaussées, de mines. D'ailleurs, l'annuaire le plus influent qu'il y a au Maroc, c'est l'annuaire de mines et ponts et chaussées et des anciens de ces institutions. Mais on a une dette à leur endroit. Un pays post-indépendance qui n'a pas beaucoup de moyens, qui arrive à construire 34 barrages, qui fait des ouvrages d'art extrêmement importants, qui a donné des générations de gens qui ont accepté ou qui ont voulu revenir dans leur pays pour travailler dans la délégation régionale des routes à Chefchaouen. Je ne sais pas, mais à l'entrée de tous ces bâtiments, faut leur rendre hommage. Ce sont des pionniers, des vrais patriotes, tout ce corps des ingénieurs qui ont donné leur vie pour le Maroc et qui sont rentrés. Ils ont eu des super carrières pour beaucoup d'entre eux. Beaucoup sont devenus ministres, beaucoup sont devenus wali, beaucoup sont gouverneurs et sont dans la territoriale. Mais nous avons une dette à leur endroit. J'espère que demain, nous aurons une dette à l'endroit des futurs codeurs qui voudront revenir. Parce qu'il faut qu'on passe du matériel vers l'immatériel. Mais nous avons en tout cas, sur le Maroc matériel des infrastructures, une dette à l'endroit de tous les ingénieurs qui ont fait le pari de rentrer dans leur pays. Vous avez pu évoquer en filigrane 2 éléments capitaux pour le Maroc dans les années et les décennies à venir. Le premier, c'est la question de l'eau.
Vous avez parlé des 34 barrages qui ont été décidés sous l'ère de feu Hassan II. Il faut que je fasse hyper gaffe avec les chiffres parce qu'il y a toujours un mec au fond qui est en train de vérifier, qui lève la main et qui dit non, c'est pas 34, c'est 36 parce que celui-là il compte pas et tout, etc. Donc de mémoire c'est 34 depuis l'indépendance. Peut-être qu'il y en a plus, peut-être qu'il y en a moins, mais je m'excuse. L'idée n'est pas d'être dans la justesse. D'énerver les polytechniciens. Non, mais les deux sujets qui sont fondamentaux et que vous avez abordés rapidement, c'est la question de l'eau au Maroc, qui a été pointée du doigt et mise en exergue par Sa Majesté le roi par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans son dernier discours du trône. Et le deuxième sujet, c'est la question de la transition écologique et énergétique. Le Maroc a pour ambition de devenir un pays avec plus de 50% de son mix énergétique tiré en partie des énergies renouvelables, éoliennes, etc. Est-ce que vous pensez que le Maroc peut justement devenir une réelle puissance africaine, régionale ou mondiale sur ces deux enjeux-là? Sur la question de l'eau, j'ai une lecture un petit peu baroque et quasiment autoflagellatrice dessus. Je veux dire, sur l'eau, nous, les élites du Maroc, nous portons une très grande responsabilité dans le stress hydrique qu'il y a au Maroc aujourd'hui. Et nous ne le portons pas parce que nous n'avons pas rempli notre rôle d'un point de vue technique. Nous le portons parce que nous avons déserté la politique au moment du printemps arabe. Parce que la réalité, c'est qu'il y a eu le mur de la peur de la part de l'élite bourgeoise, francophone, de ce grand axe qu'est le poumon économique du Maroc entre Kenitra et le Jadida. Et que lorsque les islamistes du PJD sont arrivés au pouvoir, l'un des dossiers qu'ils ont le plus négligé, et ils ont porté la responsabilité du ministère de l'Équipement et de l'eau pendant quasiment une décennie, c'est cette question de l'eau, alors même qu'il y avait une vision, une orientation qui était très claire. Mon propos, attention, pour qu'on soit bien d'accord, n'est pas idéologique. Ce n'est pas de dire islam politique, méchant, etc. Non, non. Sur le plan technique, ils ont raté ce couloir de la gestion du stress hydrique. Le transfert nord-sud a été ordonné et acté en Conseil des ministres en 2016. Il a dû avoir lieu en catastrophe en 2023 parce qu'on a laissé faire et parce que aussi, pourquoi est-ce que c'est une double responsabilité aussi des élites? C'est que nous avons abandonné le terrain des idées. Sur la question de l'eau, il y a très peu de production de connaissances au Maroc et il s'est avéré qu'il y a eu des années de très fortes pluies entre 2015 et 2019. Et du coup, comme il y avait de la pluie, on ne s'est pas rendu compte que nous avions un territoire qui est toujours aride pour sa grande majorité, dans lequel il y a une agriculture sahélo-sahélienne. Et on a continué à pomper sur les nappes et on a continué, pour ceux qui ont accès au capital, je dirais même une triple responsabilité, on est en plus rentré dans des agricultures opportunistes, de pastèques, d'avocats et d'éléments sur lesquels il est possible de mobiliser des capacités d'investissement. On n'est pas allé sur des investissements agricoles frugaux. Et donc, je voudrais dire que c'est une responsabilité qui est une responsabilité collective et pour laquelle les futures générations, j'espère, n'auront pas à payer le prix. On est en plein rattrapage en ce moment, on va aller vers le dessalement. On va essayer d'optimiser les ressources en eau, mais c'est un sujet qui est existentiel et qui est critique parce que vous pouvez vivre sans la 5G, mais vous ne pouvez pas vivre sans eau. Donc aujourd'hui, on a aussi un effet d'éviction de capitaux qui auraient pu être utilisés pour créer plus d'emplois, pour aller sur des industries innovantes, et qui va se retrouver à devoir gérer un bien essentiel qu'est l'eau. Et donc c'est une question pour laquelle le chef d'État a tiré la sonnette d'alarme. Ce gouvernement paraît prendre la mesure de l'urgence de devoir mettre en place les 9 stations de désalinisation, de faire plus de transferts et de pouvoir... Et pour moi, c'est un petit peu triste parce que je pensais qu'on était sorti complètement, du moins au niveau de l'exécutif, de l'ancien adage de l'IOT de au Maroc, gouverner c'est pleuvoir, et qu'on était passé à gouverner c'est prévoir. Pour le coup, le gouvernement a été responsable et coupable de ne pas avoir prévu suffisamment cette question du choc et du stress hydrique.
Sur le renouvelable, tout le monde connaît l'histoire. Hein. Je pense que, de toutes les manières, je veux dire, c'est un pari qui a été pris très tôt par le chef de l'État, dès 2009, avec l'inauguration de la station Nour Ouarzazate, en présence de Hillary Clinton. Donc je pense qu'il voulait signifier en plus un message global et mondial que le Maroc se positionnait sur la carte du renouvelable. Il va falloir aussi gérer un certain nombre d'éléments et de contraintes macroéconomiques techniques, qui est le modèle économique de l'ONE, pour lequel le Maroc a encore pas mal tardé, cette fameuse séparation entre les infrastructures et l'exploitation. Et donc là aussi, je trouve que nous, ou du moins ceux qui sont présents dans le terrain économique, on n'est pas suffisamment présents sur le terrain des idées pour apporter des choses innovantes sur comment réformer ces grandes institutions. Il nous arrive encore souvent de copier ce qui a été fait en France. Il faut que sur ces sujets-là, on soit extrêmement sérieux et extrêmement discipliné. Et justement, la gestion de l'urgence et concilier à la fois l'urgence et le temps long, c'est un des défis majeurs. Vous en parlez dans votre livre du Maroc et notamment économiquement. Vous avez mentionné le projet Nour qui était visionnaire à l'époque et qui était très anticipatoire, alors qu'on n'a pas pris le tournant du stress hydrique qui était beaucoup plus urgent. Est-ce que vous pensez, et comment est-ce qu'on peut concilier un développement économique rapide et des projets structurels et énergétiques durables ? Est-ce que c'est possible et quelles sont les potentialités pour faire ce travail-là sans sacrifier l'avenir, mais sans sacrifier le présent non plus? Si j'avais la réponse à cette question, je me présenterais aux élections. Comment concilier les urgences du moment et les réformes longues, absolument nécessaires, pour pouvoir mettre le pays sur la trajectoire d'une croissance plus inclusive et plus rapide et qui puisse déplacer 6%, 6,5%. Je pense que si vous avez la martingale, moi je pense qu'Aziz Akhnouch serait prêt à payer très très cher pour pouvoir la récupérer. Une partie de la réponse, elle est dans cette salle. C'est qu'aujourd'hui, ce dont le Maroc manque le plus, c'est pas d'eau, mais c'est de talent. Et de la capacité à pouvoir offrir des chemins de carrière et d'opportunités aux jeunes Marocains, qu'ils soient au Maroc ou qu'ils soient à l'étranger. Parce qu'il y en a besoin dans tous les étages. Il y en a besoin dans le middle management, il y en a besoin dans la stratégie, il y en a besoin dans le développement, il y en a besoin dans la finance, il y en a besoin dans le digital, il y en a besoin dans l'ingénierie. Et donc, je pense que si on ne résout pas la question des talents, on résoudra rien d'essentiel. Et à mettre ça en liaison avec le dernier discours de Sa Majesté le Roi, dans lequel il a appelé à la mise en place de cet organisme tête chercheuse des talents marocains à l'étranger, où avant c'était fait dans des corridors et que maintenant il veut l'organiser de manière plus systémique, c'est parce qu'il y a cette prise de conscience globale que si on n'organise pas suffisamment d'opportunités pour les talents marocains, pour qu'ils puissent travailler dans leur pays et contribuer à son développement, pas par compassion ou par amour du pays. Il faut qu'ils y trouvent leur compte aussi. Et moi, à titre personnel, il y a 2-3 ans, on a conduit une enquête sur l'adaptabilité des talents numériques au marché de l'emploi. On a interrogé, je pense, 600 jeunes diplômés, ingénieurs. Et les résultats de cette étude, mais je parle sous le contrôle de Slema, qui est la directrice générale de Guépard et qui a passé plein de nuits sans sommeil, nous ont stupéfaits. Stupéfaits. Quand on a analysé les moteurs de la fuite des cerveaux, de pourquoi est-ce que les ingénieurs quittent le Maroc, tout ce que nous pensions savoir sur nos compatriotes, sur votre génération, est tombé comme un château de cartes. Je pensais, et j'avais totalement tort, à titre personnel, que les jeunes diplômés marocains, codeurs, ingénieurs, quittaient le Maroc parce qu'ils avaient un désir de liberté, qu'ils avaient envie d'aller au cinéma, que les jeunes femmes ne voulaient pas subir la pression de leur famille pour se marier, que les jeunes hommes voulaient pouvoir aller découvrir l'Europe et les quartiers chauds d'Amsterdam. J'avais totalement tort. Non mais vraiment, je vous le dis en m'excusant presque.
quand on a fait une étude absolument sérieuse et qu'on a posé... Et en réalité, vous regardez les avantages comparatifs, vous êtes jeune ingénieur issu de l'école Mohammedia d'ingénieurs à Rabat. En mètres carrés, vous avez plus de mètres carrés, vous êtes plus proche de votre famille. Et pourtant, il y a des gens qui continuaient à venir pour aller grossir le rang de l'étage marocain d'Orange à la Défense en habitant à 40 km et en faisant 1h30 de transport. Et moi qui suis avec mes idées reçues, je me suis trompé. Le facteur numéro 1 pour lequel il y a cette fuite de cerveau, c'est le manque de perspective et de confiance dans l'entreprise marocaine de pouvoir leur offrir un chemin de carrière et autant d'opportunités. Et donc le changement à faire, parce qu'on est très souvent prompt à dire c'est les autres, ils ne nous aiment pas et tout, etc. Le changement à faire, il est d'abord dans le secteur privé marocain. Parce que les PME et les grosses PME marocaines sont souvent des PME familiales et que beaucoup d'entre vous, lorsqu'ils vont revenir, après avoir eu leur diplôme de HEC, et que vous dites bah, je vais rentrer parce que j'ai envie d'être proche de ma famille ou parce que j'ai envie d'aller à la mosquée dans un pays musulman pour ceux d'entre vous qui sont très pratiquants ou parce que je m'y sens bien ou que j'ai envie de faire ma vie dans mon pays, eh ben, il y en a beaucoup qui vont être confrontés au mur que bah, finalement le DG ça va être le fils du patron parce que ça va pas être le plus méritant qui va réussir. Et il faut qu'on se pose ces vraies questions, il faut qu'on se les dise en tant que Marocains, de dire on a encore des tissus de grosses entreprises marocaines qui sont encore trop népotiques et kleptocratiques. Il faut qu'on se dise cette réalité-là. Comment est-ce qu'on va la corriger ? Comment est-ce qu'on va atteindre la taille critique? Comment est-ce qu'on va créer des entreprises de nouvelle génération dans lesquelles chacun et chacune des jeunes diplômés marocains qui ont réussi au Maroc ou à l'étranger peuvent avoir un chemin de vie? C'est pas rose partout, hein. Vous rentrez dans une grande entreprise en France, il y a aussi des réseaux, il y a aussi des maçons, il y a le clan des cathos, il y a celui dont la cousine a été DRH pendant 25 ans au sein de l'entreprise. Mais c'est plus vertueux que ce qu'on a au Maroc aujourd'hui. Et donc, je voudrais vous demander de vous impliquer dans ça. Parce que c'est quelque chose qui est absolument essentiel, parce que vous faites partie de la solution, vous ne faites pas partie du problème. Ne vous arrêtez pas aux mauvaises expériences que vous pourriez avoir au Maroc, persévérez, parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en très forte transformation, et de plus en plus d'entreprises cotées. Et la discipline de la bourse, ça apprend le bon management. Mais pour ceux d'entre vous qui sont sur un projet de retour au Maroc, considérez aussi le pays avec un peu de bienveillance. En disant parfois, ça va prendre un peu plus de temps. Pour ceux qui ont décidé de revenir en France, il n'y a pas d'espoir, hein. Et on voit justement, par rapport à ce manquement de talent, enfin le vivier de talent qui est présent mais qui est mal exploité, le Maroc a décidé de beaucoup investir dans la formation, dans l'éducation. On parle aujourd'hui de l'UM6P comme un champion et on vante les alentours de Ben Grir comme étant le nouveau MIT marocain. C'est un article du Jeune Afrique qui vantait ces mérites-là. Est-ce que vous pensez justement que cette ambition de former la jeunesse marocaine au Maroc, dans des écoles d'élite comme l'UM6P, comme El Akhawaïn, ou je peux en citer d'autres, c'est une stratégie qui peut s'avérer efficace dans la formation d'une réelle élite marocaine formée au Maroc? Le sujet de l'éducation supérieure est un sujet sérieux sur lequel moi j'atteins mes limites. Je veux être très franc là-dessus. Je ne m'exprimerai pas sur un sujet que je ne maîtrise pas et où il serait extrêmement facile pour faire plaisir à cette audience en cette fin de journée de dire il n'y a qu'à Faucon, il suffit d'eux, on n'a qu'à cloner, etc. Il y a une success story qui est incontestable, qui est l'UM6P, sous le leadership du président Terrab, qui est lui-même un très grand académique. Moi, je m'intéresserai à deux choses. Quel est le potentiel de massification et quel est le potentiel de réplicabilité? Mais sur le reste, je ne veux absolument pas me positionner comme étant dans la communauté des sachants qui peuvent vous donner des solutions de prêt-à-penser. Je pense qu'on est à l'aube d'une révolution dans la transmission des savoirs et d'une révolution dans comment on travaille. Nous, dans l'univers du conseil aujourd'hui, ChatGPT, il est en train de bouleverser la manière que nous avons eue de travailler pendant des années. Et donc, je n'aurai pas ici l'immodestie de venir vous dire voilà ce qu'il faut faire. Je n'en ai absolument aucune idée.
j'ai des convictions qui sont très personnelles, dans lesquelles je pense que le rapport avec un professeur, avec un mentor, c'est quelque chose qui peut changer votre vie, parce que regarder un autre être humain dans les yeux, lorsqu'il vous transmet du savoir, peut changer votre vie. Ça a changé ma vie dans ma relation avec un certain nombre de professeurs. Je pourrais citer aujourd'hui, je pense que tous les bouquins que j'ai lus dans ma vie de finance ne valent pas un cours avec Alexandre Lamy. Pour ceux d'entre vous qui l'ont eu ou qui ne l'ont pas eu, allez regarder sur YouTube. C'est probablement un des meilleurs professeurs de finance appliqués au réel. Mais sur le reste, pardonnez-moi, mais je ne vous répondrai pas. Et puis je pense qu'il est temps qu'on prenne les questions, parce que tout le monde doit commencer à avoir faim et à se demander pourquoi est-ce qu'on digresse autant. Oui, bah peut-être c'est la coutume ici à HEC Maroc, on a une dernière petite séquence qui va être timée, chronométrée, où on va avoir 2 minutes 30. On va vous poser des questions aussi. Ça, c'est l'irruption des réseaux sociaux, en fait. Exactement. Si ça fait 2 minutes 30, c'est le format Fast and Curious à la moderne. Fast and Curious, ouais, très Exactement. bien. On va vous poser des questions aussi diverses que variées. L'enjeu, c'est d'apporter une réponse simple, basique et concrète. Okay. Donc commençons. Enfin, je pense que le timer est bon. Juste, on dit à l'audience que je n'ai pas eu les questions à l'avance. Voilà, rien n'a été truqué, etc. Si je dis un truc intelligent, c'est que ça vient vraiment de moi. C'est pas un truc qui est sorti. Et si je dis un truc con, aussi. Donc, exactement. Il y a le choix. Vous êtes prêts? Oui. Allez, let's go. Le Maroc, en 3 mots pour vous, c'est humanité, compassion et fierté. Un livre à conseiller à notre audience. Nous, Marocains, permanence et espérance d'un peuple en développement, de Yahya Ben Slimane. La Coupe du Monde au Maroc en 2030. Est-ce que vous voyez l'équipe nationale favorite? Non. Abdelmalek Alaoui a 20 ans. Je peux élaborer une seconde dessus? Allez. À cause de la pression du public. Je pense que tout le monde leur mettra une pression qui est énorme. Donc je préfère dire que c'est des underdogs, comme ça ils gagneront la coupe. Mais d'ailleurs, vous le disiez très justement dans une vidéo, je triche aussi un peu, le football c'est comme la stratégie, il y a 36 millions de commentateurs et un seul sélectionneur. On peut continuer. Abdelmalek Alaoui a 20 ans. De quoi rêvait-il? De pouvoir rentrer dans une boîte de nuit où il était très difficile de pouvoir rentrer. Qui s'appelait les bains-douches. Je ne sais pas si c'est encore, mais... Un conseil que vous donneriez à la jeunesse marocaine présente dans cette salle? Autorisez-vous à rater des choses. Votre joueur du Muntakhab préféré? Bono. S'il s'agissait d'écouter un artiste pour l'éternité, qui est-ce que ça serait? Barry White. Question de la plus grande importance. La bostela, c'est aux fruits de mer ou au poulet? On est au Maroc. Ouais. Fruits de mer. Ah, voilà, on est d'accord. Voilà. Une ville marocaine ou un endroit au Maroc à découvrir absolument? Teliwin. On note. HEC, qu'est-ce que ça vous évoque en 3 lettres? Beaucoup de nuits sans sommeil. Et pour finir? Peut-être la dernière question, un mot pour décrire HEC Maroc? Alors, j'étais fier avant, je suis super fier après. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes prêtés au jeu. On va passer maintenant à la séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions potentielles, on va passer dans les rangs avec les micros. Juste pour que vous leur rendiez hommage aussi, parce qu'ils ont vraiment bossé. En plus, ils ont appelé certains de mes collègues et collaborateurs pour leur demander des infos en croyant qu'ils ne me le diraient pas. Je ne suis pas génération Z, c'est jupitérien chez moi, donc tout le monde vient me dire des choses parce qu'après ils savent que ça va être le bordel. Donc juste pour dire qu'ils ont vraiment super bien bossé, j'étais très fier, très honoré de travailler avec eux. Ah ouais, c'est le mec avec le swag en fait qui vient. Vas-y. Une fois, toujours.
Allô, vous Ça m'entendez? Enchanté, Monsieur Alaoui. Merci beaucoup pour votre disponibilité dans un premier temps. Je voulais, par rapport déjà avec le Moutahab et l'économie, est-ce qu'on peut mettre en relation les deux? Exemple, on voit l'équipe en émergence en ce moment. On partait de zéro et aujourd'hui, on arrive quand même à être classé 13e mondial. Vis-à-vis de l'économie du Maroc, est-ce que vous pensez qu'elle peut encore progresser plus vite et plus fort au niveau mondial? Merci. On en prend plusieurs, on fait chacune. Plus fort et plus. Bonsoir, Monsieur Alaoui. Merci pour votre intervention. Merci aux collègues d'HEC pour l'organisation de cet événement. Vous avez parlé tout à l'heure... Vous venez d'où, vous, alors, si vous dites les collègues d'HEC? De quelle école? Moi, je suis lauréat de SCEM. Très bien. Je connais les HEC et on collabore ensemble. Et vous avez évoqué tout à l'heure le champ politique et vous avez dit qu'en 2011, les élites marocaines ont déserté ce champ-là. Et j'aimerais bien, puisqu'on a choisi cette date de 2040, de savoir où seront les partis politiques marocains en 2040 et peut-être un regard où ils sont aujourd'hui. Merci. Bonsoir. Je tiens à vous remercier, Monsieur Abdelmalek, pour cette très belle conférence qui était enrichissante et à remercier les collègues de HEC Maroc donc pour cette conférence, notamment Tauban et Ilian pour cette animation. Donc, je me présente, je suis Dami Abdelhamid, je suis le président de l'association des Marocains Central Supélec. Et lors de son dernier discours, donc le 6 novembre 2024, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a mentionné donc l'importance de la diaspora. Et je voulais savoir comment voyez-vous, d'abord pour mettre le lien avec le titre de la conférence, comment voyez-vous le Maroc en 2040? Et selon vous, c'est quoi comment dire, les actions concrètes qu'on doit faire pour bénéficier de la diaspora marocaine et réussir à atteindre les ambitions qu'on a pour 2040? Merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur Abdelmalek Alaoui, bonsoir à tous. Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, on sent une envie de retour de la diaspora et une certaine fierté face aux initiatives de notre mère patrie. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé avec mes camarades ici présents à créer un organisme, Menbija, qui a pour objectif d'assurer le pont entre les entreprises marocaines et les jeunes diplômés ici présents. Ma question est donc la suivante, c'est plus un conseil qu'on vous demande. Comment faire pour mieux inciter ces entreprises marocaines à s'adapter aux besoins et aux attentes de ces jeunes diplômés des grandes écoles? Merci. Wow. C'est... Bien, c'est tout un programme politique que vous demandez là. Il faudrait une deuxième soirée. Sur plus fort, plus vite et le parallèle avec le football, je ne vais pas céder à la facilité de vous dire il n'y a qu'à Faucon, voilà où est-ce qu'on doit changer le plan fiscal, voilà où est-ce qu'il faut réduire l'économie de rente. Je pense qu'il y a 37 millions de docteurs et de spécialistes qui pointent du doigt quels sont les éléments sur lesquels il faut travailler pour améliorer le Maroc. Mais je peux vous dire que le potentiel d'aller beaucoup plus vite, non pas plus vite, mais beaucoup plus vite, il existe. Mais que notre responsabilité, notamment ceux qui ont eu accès à l'éducation et ceux qui ont eu accès au capital et qui ont accès à la connaissance et qui ont accès à un réseau, elle est absolument immense en matière d'implication et en matière de réinvestissement du champ politique. Nous avons collectivement failli et nous avons laissé tomber notre pays en n'étant plus actifs au sein des structures autorisées et des structures normales qui doivent vasculariser la vie politique du pays. Et je m'inclus dans le lot, hein.
Et moi, je ne le fais pas parce que j'ai peur. Pour qu'on soit franc. Et je pense qu'on a une obligation de réinvestir le champ politique et de réinvestir le champ de la pensée, parce qu'on ne peut pas regarder du balcon et venir se plaindre que ça ne fonctionne pas dans la salle de bal. Alors maintenant, il faut être prêt au sang, aux larmes, aux difficultés, à la confrontation avec des rationalités différentes, à la confrontation avec une grande partie de la population qui est en souffrance et qui ne comprend pas qu'il y ait des privilégiés, qu'il y ait des écarts de plus en plus importants. Et je dirais que le meilleur moyen de contribuer aujourd'hui, c'est de venir créer des entreprises au Maroc, de venir travailler au Maroc, parce que vous allez participer au champ politique de manière directe, en créant plus d'opportunités et en créant plus de business dans notre pays. Si vous avez le courage supplémentaire qui manque à beaucoup d'entre nous, investissez le champ politique pour pouvoir y participer. Et ça rejoint la question de monsieur. Moi, je ne suis pas super optimiste sur la capacité de nos partis politiques à pouvoir se régénérer, à pouvoir se réinventer sur le court terme. J'aimerais, et notamment dans le creuset de l'opposition, parce qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui un mouvement de balancier. Aujourd'hui, on a une majorité avec un triumvirat. On a beaucoup de partis politiques qui sont dans l'opposition. J'aimerais qu'ils nous fassent des propositions. Moi, je trouve anormal aujourd'hui qu'on ait des partis historiques, des household names, comme on dit, que sont l'USFP, avec tout l'héritage qu'ils ont, ou le mouvement populaire, avec un héritage plus régional et moins unifié, qui ne nous apporte pas... Je mets au défi quiconque dans la salle de me dire c'est quoi la doctrine économique de partis de l'opposition aujourd'hui. J'espère que les conditions du sursaut seront réunies. Et dans ce cadre, le roi a fixé le cap pour la diaspora en réinventant le mécanisme aujourd'hui d'interaction avec les talents marocains dans le monde, mais aussi avec la voix des Marocains dans le monde et leur participation dans le champ démocratique. Mais où sont les partis politiques pour leur parler? Vous savez pourquoi ils ne leur parlent pas? Parce qu'ils ne votent pas. Donc ils font un événement de temps en temps, c'est sympa, on peut se coordonner avec... Et dans les partis politiques, le coordinateur des MRE, c'est souvent celui qui est le plus bas dans la chaîne alimentaire. Quand ils font les congrès, ils lui donnent les tables du fond. La réalité, c'est qu'il faut réorganiser ce rapport avec les Marocains du monde. Et comme je vous l'ai dit, ma conviction, c'est qu'il faut qu'ils puissent réinvestir de manière massive le champ économique. Surtout que je parlais de la dette que nous avons à l'endroit des ingénieurs. La dette que nous avons à l'endroit des Marocains du monde, elle est encore supérieure. Elle est encore supérieure parce que chaque année, entre 7 et 8% de notre PIB est issu des transferts des Marocains du monde. Il y a très peu de pays dans le monde dans lesquels 7 à 8% du PIB est transféré en devise, en monnaie forte, vers un pays de la rive sud de la Méditerranée. Donc nous avons une dette à l'endroit des Marocains du monde. Comment nous allons être en capacité de pouvoir utiliser cette force motrice des Marocains du monde, pouvoir les accompagner à un moment où ils sont confrontés à de très grosses difficultés? On parlait des transferts. Aujourd'hui, on a de plus en plus de banques européennes qui veulent empêcher les Marocains du monde de faire des transferts et de pouvoir les envoyer dans leur pays, qui sont en train de retirer les licences bancaires aux banques marocaines qui ont ouvert des filiales en Europe, au nom de la compliance. La compliance, ça me rappelle le port d'Algésiras avec le port de Tangemet. Il faut qu'on en soit conscient. Mais la réalité, c'est que ce cordon ombilical, ce que vous sentez dans votre estomac lorsque vous reconnaissez un autre Marocain, avec tous nos défauts, avec tous nos paradoxes, avec aussi toutes les erreurs que nous commettons vis-à-vis de notre pays, c'est un lien que personne ne pourra jamais vous enlever. Donc c'est à vous, soit d'en faire quelque chose
et d'organiser comment rendre quelque chose à ce pays si particulier, ou bien de décider de laisser un cordon ombilical un petit peu plus lâche. Je pense que la reconstruction de cette communauté de destin a besoin que nous, Marocains, on va nous appeler les Marocains du continent, les Marocains qui sommes au Maroc, on fasse l'effort d'aller vers les Marocains du monde de manière plus régulière et en organisant notre interaction de meilleure manière, et que les Marocains du monde, on vous offre les opportunités qui nous sont données à nous en tant que Marocains du continent. Je pense que c'est de cette manière que nous reconstruirons la communauté de destin. Voilà. Oui, on reprendra peut-être une ou deux questions. Oui, juste ici, au premier rang. Bonsoir. Vous m'entendez? Je vais vous dire une chose. Oui. La blague ne vient pas de moi. Elle vient de Barack Obama, qui recevait les chefs d'État africains, les chefs de gouvernement, et Abdelillah Ibn Kiran n'arrêtait pas d'essayer d'allumer le micro à Washington lors de ce sommet Afrique-États-Unis. Et Barack Obama, avec ce calme de Roger Federer qu'on ne peut pas cloner, il lui a dit « Mr. Prime Minister, when you push the button twice, it turns it off ». Et ça a été un des plus grands moments de solitude pour le chef de gouvernement marocain à ce moment-là. Alors bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Abdelmalek Alaoui, j'étais très heureux de vous entendre. Je vous connaissais à travers les réseaux sociaux, les vidéos, je vous voyais sur Midi TV. C'est un plaisir de vous écouter en direct. Bravo aux jeunes de HEC Maroc. Moi, je suis Salah Bourdi, je suis président du Cercle Jeunes de la Croix. C'est une association d'élus pour l'amitié entre la France et le Maroc. J'allais vous poser la question pourquoi vous ne vous engagez pas en politique, mais vous avez déjà répondu. Ma question est la suivante. Donc, on ne parlera pas de politique ce soir. En tout cas, je ne poserai pas la question sur le domaine politique, mais sur un autre domaine qui a un rapport avec la politique. Aujourd'hui, le problème de l'immigration est un problème majeur. Dans toutes les démocraties ici en Europe, on voit la montée des extrêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaille pour un cabinet de recrutement et aujourd'hui, il y a des difficultés énormes en France pour recruter, d'où ces fuites de cerveau qui viennent du Maroc. Aujourd'hui, moi, je travaille pour des maraîchers nantais où on fournit donc de la main-d'œuvre de jeunes agriculteurs qui viennent du Maroc et il y a une vraie pénurie. Par exemple, je donne un autre exemple, à chaque fois que je le dis, les gens me regardent bizarrement. À Paris, il y a des étages dans les hôtels qui sont fermés parce qu'on n'a pas de femmes de chambre. Il y a une vraie pénurie. Ma question sur le Maroc 2040, Monsieur Alaoui, comment voyez-vous la population marocaine? Aujourd'hui, elle part à l'étranger travailler, que ce soit des ingénieurs ou des femmes de ménage ou des agriculteurs. Mais est-ce qu'en 2040, ce n'est pas le Maroc qui aura besoin de bras ou de cerveau? Dernière question. Bonjour Monsieur Alaoui, bonsoir plutôt Monsieur Alaoui, merci beaucoup pour cette conférence très enrichissante. De mon côté, moi j'avais une question par rapport à une tribune que vous avez rédigée au Forbes, je pense, oui, qui est relative à l'hydrogène vert, étant le prochain trésor industriel mondial. Moi, de mon côté, je me demandais une question, c'est aujourd'hui le Maroc se dote de nombreuses infrastructures, il investit beaucoup dans le digital, il investit beaucoup notamment à travers ces traités qu'ils ont signés pour étendre ces lignes de chemin de fer et d'autoroutes, etc. et j'en passe. Pour vous, ça serait quoi l'industrie sur laquelle le Maroc va miser pour la suite? Il a été visionnaire avec l'automobile et l'aéronautique, donc normalement à la suite de ce projet de Tanger Med. Donc pour vous, ça serait quoi la suite pour 2040 enfin post-2030, post cette infrastructure? C'est très bien parce que nos intervenants ont du talent, parce que les deux questions sont intimement liées. Elles sont intimement liées. J'aimerais d'abord rendre hommage aux Marocains du monde qui s'impliquent en créant des structures. Le Cercle Eugène Delacroix réunit, comme vous le savez, des acteurs locaux, ce qui est une particularité extrêmement importante, parce que généralement, quand vous vous impliquez en politique et que votre ambition, c'est de devenir 3e adjoint de la mairie de Menton, ça veut dire que vous ne le faites pas tellement pour votre ego, mais vraiment parce que vous avez la volonté, l'envie de servir les autres et d'être à leur service. Et il n'y a rien de plus noble
que de pouvoir travailler au service des autres lorsqu'on le fait dans l'action locale. Je vous répondrai sur l'engagement en politique. Je pense que c'est inhérent au syndrome du pistonné. Parce que si je venais à m'engager en politique, il serait extrêmement facile de pouvoir caricaturer le type de parcours sur lequel je serais. Parce qu'on dirait c'est facile, c'est simple, et puis il va défendre ça dans telle case, etc. Et puis j'ai la volonté de ne pas être mis dans une case en particulier, et j'ai certaines convictions que j'aime défendre en privé, et peut-être pas en public, parce que je pense que c'est plus efficace de les défendre en privé. Mais votre question, elle est absolument fondamentale. Elle est fondamentale et rejoint ce que vous dites. Je n'ai aucune idée du prochain projet dans lequel le Maroc doit investir. Ce serait encore une fois un hubris et d'une facilité que de venir vous dire il faut faire le Bakor Lendi ou l'hydrogène vert ou de faire tel truc. C'est tellement facile. Moi, je n'ai pas de recul scientifique sur l'hydrogène vert. Vous en avez? On ne sait pas comment le transporter. Je mets 10 experts, je les enferme dans une salle et je leur dis est-ce que ça fonctionne et que ça ne fonctionne pas. Il y en a 5 qui disent oui, 5 qui disent non. Donc je ne vais pas céder à la tentation de la facilité pour vous dire voilà le domaine dans lequel il faut être. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si nous n'investissons pas des domaines qui créent suffisamment d'emplois, notamment pour les NEET, notamment pour les jeunes qui sont déscolarisés, et notamment pour ceux que nous n'arrivons pas à inclure dans la communauté nationale, nous serons en train de nous balader avec une grenade dégoupillée. Et une partie de l'équation, elle repose dans ce que dit monsieur. 600 000 migrants subsahariens sont arrivés et sont restés durablement au Maroc au cours de la dernière décennie. Près de 200 000 ont été régularisés dans une opération de régularisation massive qu'on n'a jamais vue dans un pays du Sud. Et notre société est en train de changer fondamentalement et nos comportements en tant que Marocains vis-à-vis des migrants subsahariens sont en train de changer fondamentalement notre communauté nationale. Nous avons au Maroc l'émergence d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Mouriche. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui est opposé à ce qu'il y ait des mariages entre des femmes d'Afrique subsaharienne et des Marocains. Qui rappelle quand même des relents un peu nauséabonds à beaucoup de Marocains qui sont ici, qui ont eu ce même discours venant de partis d'extrême droite. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant et il faut qu'on puisse créer les conditions d'intégration et qu'on choisisse notre modèle. Au Maroc, on ne sait pas si on veut faire de l'assimilation ou de l'intégration. Il faut qu'on se pose ces questions-là parce que le moment, il est venu. Parce qu'aujourd'hui déjà, les Sénégalais, les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens font les jobs que les Marocains ne veulent plus faire. Ils font des métiers pénibles, ils font de la construction, ils travaillent dans un certain nombre d'usines. Et comme le Maroc est en train de prendre le virage de l'État social et qui met maintenant les transferts directs, il faut qu'on se pose des vraies bonnes questions sur quels sont les domaines dans lesquels on doit investir qui vont créer suffisamment d'emplois pour pouvoir atteindre un taux de chômage qui soit acceptable par la majorité de la population pour stabiliser socialement longuement le Maroc. Et donc qu'on ait un taux de chômage qui soit 8-9%. Et le reste est gérable de manière macroéconomique par les transferts sociaux. Et quelle place on va donner aux immigrés subsahariens dans nos sociétés? Et comment est-ce qu'on va gérer des conflits qui sont inévitables? Lorsque les églises se rempliront au Maroc, parce qu'on aura une population chrétienne d'Afrique subsaharienne, est-ce que nous aurons suffisamment préparé les mentalités marocaines pour ne pas se retourner contre ces populations-là lorsqu'on aura une phase de régression économique? C'est des vraies questions de société qu'on doit se poser en tant que nation. Est-ce qu'on est en capacité de pouvoir appliquer ce que l'on prêche auprès des Français, auprès des Allemands et auprès des Hollandais? Est-ce qu'on va faire la preuve que nous sommes ce peuple de tolérance et de vivre ensemble totalement? Ce sont des éléments qui sont absolument fondamentaux, essentiels, et qui conduiront très probablement des subsahariens marocains à créer le cercle Jeanne de la Croix au Maroc. Mais on y va, c'est le chemin. Est-ce qu'on va construire un modèle de générosité qui va générer suffisamment de croissance pour que tout le monde
puisse trouver sa place autour de la table? Ou est-ce qu'à un moment, on n'est pas nous aussi face au risque de l'exclusion et des discours qui divisent au lieu d'avoir une nation qui rassemble? Je pense que c'est une question qui est fondamentale. Sur ces belles questions, Monsieur Alaoui, merci beaucoup encore une fois pour le fait d'avoir assisté à cette conférence. Merci à vous, à toutes et à tous, pour avoir fait le déplacement et être venu jusqu'ici, jusqu'au campus Jovastien, jusqu'à Jouy. On a un buffet qui vous attend toutes et tous en bas pour prolonger les échanges. Et en tout cas, on vous attend très nombreuses pour notre prochaine conférence, la semaine prochaine, le 25. Merci encore une fois et à la prochaine. C'est vrai, c'était très conceptuel, c'est très bien. Les erreurs que j'ai le livre qu'on a